Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir. Vous avez consacré presque toute votre vie au concept de la résilience, je dirais même presque à médiatiser ce concept de la résilience, mais vous avez aussi passé une bonne partie de votre vie à l'expliquer. Et je vais évidemment vous demander encore une fois ce soir de nous expliquer d'abord ce qu'est la résilience en psychologie. Alors c'est une définition psychologique, c'est-à-dire que quand on a été traumatisé, on est psychiquement mort, on est en agonie psychique, et s'il n'y a personne autour de nous, on reste comme ça. Mais s'il y a une structure affectueuse, amicale ou sociale autour de nous, on reprend un type de développement. On ne reprend pas son développement, puisque la blessure reste dans la mémoire. On reprend un type de développement après une agonie psychique et malgré des circonstances adverses, et ça touche beaucoup de gens, une personne sur deux presque. Donc la résilience est un peu la capacité de faire face aussi à l'adversité, mais de se développer malgré, comme vous dites, notre traumatisme. Voilà, c'est ça. Faire face, c'est dans l'instant, affronter. Alors que la résilience, c'est rebondir et reprendre un autre type de développement après la blessure. Est-ce qu'il faut être gravement traumatisé, je dirais, là, pour employer cette drôle d'expression? Est-ce qu'on doit avoir subi vraiment un traumatisme très grave? Alors, on ne sait pas ce qu'est un traumatisme très grave parce que certains sont gravement blessés par quelque chose qui vous paraîtra anodin. Et inversement, on voit des gens traverser des situations de catastrophe sans être blessés. Donc, ce qui traumatise, c'est la signification qu'on attribue à l'événement ou le moment où ça survient. C'est-à-dire que parfois, une petite agression aura des conséquences énormes et chez la même personne, 2 ans plus tard, une énorme agression n'aura aucune conséquence. Donc c'est difficile de savoir si c'est grave. Est-ce à dire donc qu'il n'y a pas de grands et de petits traumatismes dans nos vies, c'est selon la façon dont nous les vivons? Voilà, c'est ça. Il y a des grands et des petits traumatismes dans la vie, mais ça dépend surtout de la signification qu'on leur attribue. Vous avez écrit 17 livres, docteur Cyrulnik, hein, c'est vraiment beaucoup. Vous êtes un auteur très prolifique. Le dernier à paraître dans quelques jours en France et ici au Québec, Parler d'amour au bord du gouffre. C'est un beau titre, c'est un long titre. Qui signifie quoi? Alors le gouffre, c'est le traumatisme, c'est la blessure. Et parler d'amour, c'est les jeunes gens qui veulent faire un couple, ils veulent faire une famille et transmettre quelque chose à leurs enfants. Donc c'est que transmet le couple et comment on fait un couple avec la blessure. Donc le livre essaye de répondre à ces questions. Mais est-ce que c'est un couple qui est dans la résilience, qui est dans le processus de résilience? Parfois les deux, parfois un des deux doit être dans la résilience pour correspondre à la définition du titre. Et souvent c'est les deux. Par exemple, on a fait des enquêtes qui montrent que beaucoup de jeunes gens blessés se rencontrent, pas par hasard du tout, ils se rencontrent et chacun sert de thérapeute à l'autre. Ce qui est souvent utile, mais parfois ça peut être une bombe à retardement. Ça dépend comment les jeunes gens, le contrat, l'entente qu'ils passent entre eux. Et donc, est-ce qu'on peut être en couple, aimer, développer une famille de façon normale? Alors quand on a été gravement blessé dans un traumatisme, l'affection et le sens sont nécessaires pour reprendre un type de développement. L'affection, c'est toutes les manières d'aimer. C'est aimer un homme, une femme, un enfant, des amis, c'est la vie, la musique, c'est toutes ces manières d'aimer. Et le sens, c'est l'histoire, c'est-à-dire la signification qu'on attribue, que vous attribuez, que la culture attribue à ce qui m'est arrivé. Donc c'est un ensemble de récits qui fait qu'on reprend son développement ou on ne le reprend pas. Mais la contrainte à l'amour, si on veut revenir en vie, il faut réapprendre à aimer. Parce que vous dites aussi que tout part de l'amour, finalement, lorsqu'on est un enfant. L'amour parental, l'amour maternel aussi, la tendresse. Est-ce donc à dire que si on a eu cet amour en tant qu'enfant, on sera de meilleurs résilients? Et oui. C'est là, la vie est injuste. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent des interactions précoces, dans notre jargon on appelle ça comme ça, c'est-à-dire ceux qui reçoivent des empreintes d'attachement sécurisant. C'est-à-dire c'est des enfants qui, ayant été aimés, éprouvent le plaisir d'explorer le monde et de découvrir le monde mental des autres. Alors qu'un enfant qui a mal été aimé, ou bien il est centré sur lui, ou bien il est en détresse, ou bien il est agrippé à sa mère par un hyperattachement anxieux, ou bien il est en détresse, il est désorganisé. Et cet enfant qui a été, disons, mal aimé par ses parents, pourrait subir un traumatisme grave au cours de sa vie, et donc aurait beaucoup plus de difficultés à s'en sortir. Oui, ces enfants se défendent un peu moins bien que ceux qui ont été bien aimés. Ceux qui ont été bien aimés sont confiants
Ça ne veut pas dire qu'ils ne reçoivent pas le coup, ils le reçoivent, mais ils se défendent un peu mieux. Mais ceux qui ont été mal aimés peuvent apprendre à mieux aimer, simplement ils font plus tard et plus lentement ce qui aurait été fait vite et plus facilement au cours des petites années. Mais c'est possible, mais c'est plus lent. Je le disais, vous vous intéressez beaucoup aux enfants. Ces enfants, évidemment, grandissent, vieillissent, deviennent aussi des personnes âgées. Vous vous intéressez aussi, Dr Cyrulnik, maintenant aux personnes âgées. Si vous voulez, nous allons faire une courte pause et au retour, nous allons parler de leur santé psychologique. Donc, Dr Cyrulnik, après les enfants, les adultes, les couples, les personnes âgées, je vous demanderai d'abord pourquoi vous vous intéressez aux personnes âgées. Parce que les théories de la résilience s'intéressent à des cycles de vie entiers. C'est-à-dire que la résilience marche toute la vie. On peut commencer à douter de son efficacité seulement après l'âge de 120 ans. Alors là, on commence à se demander si vraiment ça marche. Mais tant qu'on n'a pas 120 ans, on a du travail à faire. Donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ou plutôt, tous les âges ont un type de résilience particulier. Quand on est enfant, il faut une sensorialité, il faut quelqu'un qu'on aime sensoriellement. Et quand on est âgé, biologiquement, le développement est très ralenti, donc on ne peut pas parler de résilience biologique. En revanche, les personnes âgées ont une dilatation du temps, c'est-à-dire qu'elles se représentent leur avenir soit comme un infini, soit si c'est des gens croyants, comme une autre vie après la mort. Et quand ils pensent à leur passé, ils se représentent leur vie passée comme quelque chose de très très long. Donc ils ont une dilatation du temps, alors que les jeunes sont toujours à la course, ils sont toujours dans l'urgence, et les personnes âgées sont bien plus paisibles. Il n'y a pas que les rhumatismes, il y a aussi la représentation du temps. Donc vous dites plus paisible, mais quand même, est-ce que la résilience peut durer aussi longtemps que l'âge et que la personne âgée, et donc de toujours vivre avec ce traumatisme jusqu'à ce qu'on ait 65, 70, 75 ans? Oh, 120 ans, bien plus, oui, ouais. tout. Mais oui, parce que biologiquement, on ne se développe pas. Affectivement, on a toujours besoin d'affectivité. Et notre identité narrative, c'est-à-dire notre histoire, la manière dont on se représente, est plus forte que jamais. Et contrairement à ce qu'on pense, 75% des gens âgés disent qu'ils n'ont jamais été aussi heureux de leur vie. Et quand on fait des études rétrospectives, on se rend compte que quand ils ont été blessés dans leur jeunesse, ou dans leur enfance, ou dans leur vie, ceux qui ont eu ce qu'on appelle des mécanismes de défense régressifs. Je me réfugie au lit, je démissionne, voilà. Ou alors au contraire, si je suis mal, c'est de votre faute, voilà. Ça, c'est des mécanismes qui empêchent la résilience. En revanche, si on a eu des mécanismes de défense constructifs, le coup dans le réel, je l'ai eu. Mais je ne vais pas me soumettre à la blessure, et au contraire, je vais en faire quelque chose. Je suis atteint de la rage de comprendre. Il faut que je protège des enfants qui connaissent la même blessure que moi. Oui. Il faut que je transforme ce qui m'est arrivé pour en faire un témoignage, pour en faire une pièce de théâtre. Eh bien, ceux-là, après la blessure, ont généralement une vieillesse très réussie. Et si la blessure survient au moment de la vieillesse, un deuil par exemple? Alors, ça arrive souvent. Et là, les gens sont vulnérables. Ils sont difficilement résilients. Les gens âgés sont vulnérables pour les deuils, ils en ont souvent. Pour la maltraitance, ils en ont beaucoup plus qu'on le croit. Notamment, il y a la maltraitance financière qui, maintenant en France, est un délit puni par la loi. C'est-à-dire que leur propre famille détourne leur argent ou leurs biens. Et là, ils sont vulnérables. Mais en revanche, 75% des personnes âgées, si on les entoure un peu, pas beaucoup, si on leur permet d'avoir un club d'anciens, ils se défendent très bien, ils sont très heureux. Et c'est quand même étonnant parce que c'est peut-être comme ça en France, mais c'est ici au Québec. C'est comme ça au Québec aussi. On entend beaucoup parler de personnes âgées dépressives, des personnes âgées qui prennent des antidépresseurs, beaucoup de médicaments. Alors c'est quand même étonnant de voir que malgré tout, vous dites que plusieurs sont, somme toute, assez heureux. La majorité, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, beaucoup prennent des médicaments. Quand on fait des enquêtes de population, 2% des enfants sont en détresse. 10% des adolescents sont très mal. 15 à 20% des adultes et 20 à 25% des personnes âgées. Ça fait 75% d'heureux. Mais si 25% des personnes âgées sont en détresse, elles prennent des médicaments, des antidépresseurs surtout, des tranquillisants, et 25% d'une population croissante, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on a l'impression que tous les gens âgés sont mal, il y en a que.
Ouais. Il y en a 25%, je dis que en hésitant. Et j'imagine que c'est pas parce qu'on vieillit, parce qu'on prend de l'âge, parce qu'on prend de la sagesse, qu'on souffre moins ou qu'on a moins de difficultés avec les aléas de la vie. Vous parlez notamment du stress pour un petit enfant d'entrer à l'école primaire. Est-ce que lorsqu'on est une personne âgée, on vit aussi le stress qui va avec notre âge finalement? Par exemple, entrer dans un centre d'hébergement, c'est la même chose? C'est la même chose. Et alors, les gens âgés, parfois, sont très traumatisés par l'entrée en hébergement. Mais parfois, il y a des acharnements à domicile. Quand une personne âgée est seule à domicile, elle est très malheureuse et par contraste, elle est mieux dans un centre d'hébergement. Donc, je crois qu'il ne faut pas raisonner en termes de une cause provoque un effet. Il faut raisonner en termes d'un ensemble de déterminants finit par provoquer soit un traumatisme, soit un bénéfice. Pour l'un, rentrer dans un centre d'hébergement, ça sera une sécurité et un épanouissement. Pour l'autre, ça va être une déchirure grave. Ouais. Et avec le vieillissement de la population, et on le vit dans tous les pays, évidemment, occidentaux, on est tous pris, entre guillemets, avec ce vieillissement de la population. On veut régler notamment le problème avec les soins à domicile. Il s'en fait beaucoup en France, il s'en fait aussi au Québec. Est-ce que c'est une bonne façon de traiter nos personnes âgées, c'est-à-dire de laisser les gens à la maison pour se soigner? Je parle des malades, là, des gens vraiment qui ont des problèmes de santé, par exemple. Alors, les personnes âgées sont très vulnérables au déménagement parce qu'ils perdent tous leurs repères dans l'espace et dans le temps et neurologiquement, c'est leur point faible. Donc, les gens âgés, si on ne les déménage pas, si on les laisse dans un milieu familier, à condition de les entourer avec un système de soins. En France, il y a des infirmières qui viennent tous les jours, il y a des visites à domicile, il y a une aide sociale. Ces gens-là sont moins malheureux et coûtent beaucoup moins cher que dans un centre d'hébergement ou dans une hospitalisation. Et eux, ils sont plus heureux et ils créent des emplois. Donc ça, c'est un système qu'on développe en France et qui protège beaucoup de personnes âgées. Mais en revanche, il faut calculer ce qui les entoure, parce qu'il y a des gens âgés qui supportent très mal la solitude et qui s'améliorent dès qu'ils sont dans un centre d'hébergement. Bon, au Québec, on travaille très fort actuellement à tenter d'améliorer les soins à domicile et donner plus de services, mais en attendant, on repose beaucoup sur les aidants naturels. L'épouse, la fille, ce sont la majorité des femmes d'ailleurs. Est-ce que c'est normal pour un être humain dans nos sociétés d'avoir ce type de relation d'aidant naturel, en fait, de devenir presque l'infirmier ou l'infirmière de la personne qu'on aime? Oui, ou de devenir mère de sa mère. Oui, ou de son père. Ou de son père. Non, de sa mère. Statistiquement, oui. c'est les mères. Oui. Et de plus que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de femme, puisque c'est les femmes surtout qui en souffrent et c'est les femmes qui s'occupent de leur mère. Parce que la culture a changé. Et qu'il y a quelques générations, l'espérance de vie des femmes était tellement brève que le problème ne se posait pas. Et que maintenant, grâce au progrès technologique, grâce à l'amélioration de la société, tout le monde vit plus vieux, et les femmes particulièrement. Donc cette pathologie qui n'existait pas pour une raison naturelle d'élimination des hommes et surtout des femmes, maintenant c'est le contraire. Les hommes sont éliminés et les femmes le sont beaucoup moins. Donc c'est une nouvelle forme de souffrance. Et les enfants sont en difficulté parce qu'ils deviennent parents de leurs parents. Et donc est-ce que c'est normal? C'est normal dans notre culture. En tout cas, c'est la norme statistique de notre culture. C'est sûrement le prix à payer pour nos progrès. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on a une personne âgée, l'Alzheimer augmente parce que les gens ont une espérance de vie beaucoup plus longue. On vit plus longtemps. On vit plus longtemps. On doit donc s'occuper de nos gens plus longtemps. Voilà. Et dans une culture où la technologie est faible, quand on meurt, quand les femmes mouraient à 36 ans, jusqu'à la guerre de 40, quand les femmes mouraient à 36 ans, ces problèmes ne se posaient pas. Il n'y a pas beaucoup d'Alzheimer à 36 ans. Ouais. Mais c'est le prix de nos progrès. Il n'y a pas un seul progrès sans effet secondaire. Donc voilà, là on a des progrès, on vit mieux en tant qu'enfant, on se développe mieux en tant qu'adulte, on travaille, on participe à l'aventure sociale, beaucoup plus qu'avant. Et le prix de ce progrès, c'est que à partir d'un certain âge, une petite partie de la population des gens âgés devient un poids, mais ce n'est pas la majorité, on en parle beaucoup, parce que quand ça arrive dans sa famille, c'est très dur, et les aidants sont traumatisés souvent plus que les personnes âgées blessées. Les aidants souffrent plus. Et il faut entourer les personnes âgées, bien sûr, mais il faut entourer les aidants, et c'est eux qui bénéficient le plus de ce qu'on découvre actuellement sur la résilience. C'est-à-dire que c'est eux qui sont traumatisés de voir leur mère ou leur père. Et on voit l'effet déchirant. Oui, on n'ose pas, j'ai pas osé, j'ai hésité à dire le mot, mais voilà. Et à ce moment-là, la famille est blessée et c'est eux qu'il faut entourer. Eh bien, Boris Cyrulnik, tout ça est bien intéressant. On passerait des heures à vous écouter. On vous remercie beaucoup et on attend vos livres avec impatience. Merci à vous. Merci.